Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Dans la série sur les 5 ans du président Macky Sall à la tête du Sénégal, 5 ans marqués par de nombreuses réformes institutionnelles. Dans le domaine de l'énergie, la production a été augmentée avec la mise en service de nouvelles unités. Le PUDC tente également de réduire les disparités entre zones urbaines et zones rurales. Le Sénégal compte officiellement 407 882 entreprises. C'est ce que révèle le premier recensement général des entreprises effectué par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Son directeur général, Ababakar Sadir Bey, est l'invité de ce 20h. Dans les préparatifs du 4 avril, la gendarmerie renforce son dispositif de lutte pour la protection de l'environnement. L'armée, pendant ce temps, s'active dans la récupération des pneus et le recyclage des huiles mortes. Ce mercredi est célébrée la journée mondiale de l'allaitement maternel au Sénégal. Le constat est que l'allaitement exclusif recommandé n'est pas respecté par une bonne partie des femmes actives. L'allaitement maternel au cœur de la rubrique santé. Le lait maternel est fortement recommandé parce que riche en calcium. Mais tout d'abord, nous allons démarrer ce journal avec le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi. Il est lu par Omar Diaw. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 29 mars 2017 à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État présente à nouveau les condoléances de la nation à la communauté musulmane du Sénégal, à la famille d'El Hadj Malick Sy suite au rappel à Dieu le 15 mars 2017 du calife général des Tidjanes, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Il adresse également ses meilleurs vœux de santé et de succès au nouveau calife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, et lui renouvelle le soutien et l'accompagnement de l'État. Appréciant la mise en œuvre des réformes adoptées lors du référendum du 20 mars 2016, le chef de l'État se félicite du taux d'effectivité de 98% des innovations introduites dans la Constitution et dans notre arsenal juridique. Ces efforts importants consacrent sa volonté de consolider la démocratie, l'état de droit et de renforcer les droits des citoyens qui, le 25 mars 2012, l'ont porté avec 65,80% des voix à la magistrature suprême. Ainsi, rappelant son engagement permanent à améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais, leurs conditions de vie et leur bien-être de manière générale, le chef de l'État invite le gouvernement à poursuivre et à intensifier, dans le cadre du plan Sénégal émergent PSE, les réalisations d'envergure et les actions déterminées dans tous les secteurs économiques et sociaux en vue de relever de façon significative le plateau infrastructurel dans les régions, d'accroître l'attractivité et la compétitivité du pays préalable d'une croissance forte, durable et inclusive. Dès lors, le chef de l'État rappelle au gouvernement l'impératif d'assurer d'une part un suivi dynamique de la mise en œuvre effective des projets et programmes, notamment des grands projets présidentiels, et d'autre part, le déploiement pragmatique du plan d'urgence pour l'emploi des jeunes en partenariat avec le secteur privé, dont la place dans l'exécution de la commande publique et le développement économique doit être significativement renforcée. Dans la même perspective, il convient de veiller à l'application consensuelle des décisions issues des concertations nationales sur l'éducation et l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès continu des populations à des services de santé de qualité et à un système de protection sociale efficace. Par ailleurs, appréciant l'organisation des semaines régionales de la jeunesse, un moment fort de communion et de mobilisation de la jeunesse autour de l'engagement citoyen et des valeurs de la République, le président de la République demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises pour un bon déroulement des activités programmées dans toutes les régions du Sénégal. Rappelant au gouvernement l'impératif de veiller au respect scrupuleux des institutions, symboles et valeurs de la République, par tous les segments de la nation, le chef de l'État invite à développer une stratégie nationale de promotion de la citoyenneté impliquant le système éducatif, les institutions de la République, les services de l'État ainsi que la société civile. Enfin, abordant les préparatifs du 57e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le président de la République informe le Conseil qu'il présidera le 4 avril 2017 à Dakar, à la place de la Nation, la cérémonie de prise d'armes suivie du défilé civil et militaire. En outre, le chef de l'État demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises pour la bonne organisation des manifestations et célébrations prévues sur l'ensemble du territoire national avec la participation de toutes les forces vives de la nation. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en informant le Conseil de la visite officielle qu'il a effectuée du 19 au 22 mars 2017 en Suisse
et de sa participation le 28 mars 2017 à Abidjan à la deuxième conférence internationale sur l'émergence en Afrique, CIEA. Le Premier ministre a axé sa communication sur les réalisations et le niveau d'exécution des engagements issus des conseils des ministres délocalisés tenus dans les 14 régions du Sénégal avant de rendre compte du suivi de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne de commercialisation arachidière 2016-2017. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a rendu compte de la participation du Sénégal à la 61e session de la Commission de la condition de la femme, CSW, à New York. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a fait une communication sur l'accord en matière de pêche et d'aquaculture et son protocole d'application entre la République du Sénégal et la République de Gambie. Enfin, le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions a fait une communication sur la politique nationale de sécurité et santé au travail qui a été adoptée par le Conseil. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Omar Diaw, merci pour cette lecture du communiqué du Conseil des ministres. Je vous le disais dans les titres, l'invité du 20h est Aboubakar Seddiq Bey, directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, nous allons parler de ce que vous appelez donc le changement de l'année de base des calculs du PIB, mais également du recensement général des entreprises. Ce sera tout à l'heure, M. Bey. Absolument. Voilà, nous allons parler donc de ces 5 ans de l'arrivée du président de la République Macky Sall à la tête du Sénégal 2012-2017. 5 années marquées par des réformes des institutions de notre pays. Après la suppression du Sénat, dès son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall a entamé une série de rénovations dans le domaine politique, judiciaire et de la gouvernance locale, des réformes pour accompagner l'émergence économique du Sénégal. Amadou Aramtiam. Un plan Sénégal émergent qui fixe la trajectoire du développement économique et social, un objectif d'émergence adossé à des pratiques de bonne gouvernance, seule garante de l'efficacité et de l'efficience des politiques publiques. Le président Macky Sall, dans sa présentation de vœux à la nation du 31 décembre 2015, a dévoilé un projet de réformes institutionnelles en 15 points qu'il envisage de soumettre au référendum. Des réformes dont le dessein est de moderniser le régime politique, renforcer la bonne gouvernance et consolider l'état de droit et de la démocratie dans notre pays ont été saluées pour leur pertinence et leur gratification. D'abord, la décentralisation. Bien qu'une première réforme engagée en 1972 ait posé l'acte précurseur de liberté locale plus affirmée, et une deuxième en 1996 ait consacré la régionalisation, le contexte et la faiblesse des politiques et stratégies de développement appliquées jusque-là amènent le gouvernement à envisager la refondation majeure de l'action territoriale à travers le projet de réforme de la décentralisation. Par la loi numéro 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales, le président de la République affirme, dans la réforme baptisée l'acte 3 de la décentralisation, son option d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Ensuite, la bonne gouvernance. Portée par une croissance de 6,5% en 2015 et des projections du FMI à 6,6% en 2016, puis à 6,8% en 2017, le succès sénégalais est d'abord économique. Un succès économique rendu possible grâce à la ferme volonté du président Sall de lutter contre la corruption, les actes de prévarication et de dilapidation des deniers publics. L'OFNAC est alors mise en place et la Cour de répression de l'enrichissement illicite remise sur pied.
Par le truchement du référendum, la nouvelle constitution a introduit des réformes majeures sur les droits du citoyen, sur les ressources naturelles, renforcé les pouvoirs de l'Assemblée nationale en matière d'évaluation des politiques publiques et augmenté les membres du Conseil constitutionnel de 5 à 7, dont 2 sur proposition du Parlement. À côté du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil du dialogue social, le Haut Conseil des collectivités territoriales est créé. Grâce à ces réformes majeures, le Sénégal a fait un grand bond en avant. Des progrès sur les indices de mesure de la bonne gouvernance, comme Mo Ibrahim, ou l'indice de perception de la corruption IPC, où notre pays améliore son score en restant dans le groupe des 10 premiers. Le gouvernement, en initiant ces changements en profondeur, est guidé par le seul souci de replacer le citoyen au cœur de la gestion des affaires publiques. Et pour cela, la justice n'est pas en reste. Amadou Aram Thiam qui nous promet de revenir demain sur les réformes initiées par le président Macky Sall dans le domaine de la justice et du foncier. En 5 ans, le secteur de l'énergie a fait de grands bonds en avant. La modernisation des infrastructures et l'exploitation de nouvelles centrales ont permis d'augmenter la production, des performances qui ont favorisé la baisse du prix de l'électricité de 10%. Dans le monde rural, le taux d'électrification a presque doublé de 2011 à 2015. Même s'il reste des efforts à faire, nous sommes loin des émeutes de 2011. Manifestation contre les délestages, nous dit Aboubakar Kane. Des pneus calcinés dans les artères de Dakar, des agences saccagées, des familles plongées dans le noir sont à l'origine de ces émeutes. Les images défilent encore dans les esprits. Nous sommes à la veille de la présidentielle de 2012, des manifestations de violence pour protester contre les coupures intempestives d'électricité. Loin des délestages récurrents, 5 ans après, le secteur de l'énergie affiche un tout autre visage. Mais pour renverser la tendance et arriver à un redressement durable, il a fallu à l'État investir beaucoup de moyens dans le secteur. Un vent nouveau souffle désormais, une révolution soutenue par une politique de mix énergétique. Sur la voie d'une autonomie, de nouvelles centrales sont construites et exploitées. Entre autres, Taïba Ndiaye, Boutout, Contour Global au Cap des Biches, Kaon 2, les ICS de Boro et récemment les centrales solaires de Bokhol et Malikounda. Des investissements respectifs de 17 et 22 milliards de francs CFA pour 20 et 22 mégawatts. Le président de la République, justement, a attaqué le problème de front en essayant d'abord de régler le problème de la production à travers la diversification des filières pour un peu casser la tyrannie du pétrole dont nous sommes très dépendants jusqu'à présent. Essayer d'avoir une capacité de production avec un coût de production relativement bas qui permet de vendre aux Sénégalais, aux ménages comme aux entreprises une électricité pas chère. Au total, 270 MW additionnels ont permis à Sénélec d'atteindre 821 MW de production. De 912 heures en 2011, le temps moyen annuel de coupure est ramené à 73 heures en 2016. En termes de perspective, 6 projets d'énergie solaire et éolienne seront achevés d'ici 2018 pour porter le taux d'énergie renouvelable dans le mix à 30%. Ce nouveau mix énergétique donc garantira au Sénégal une sécurité et une meilleure disponibilité dans l'approvisionnement énergétique. Au-delà d'une disponibilité, la réduction de 10% du prix de l'électricité participe d'une politique inclusive voulue par le président Macky Sall. Avec le plan de relance intégré de l'électricité et le service universel de l'énergie, d'un coût de plus de 300 milliards de francs CFA,
Le secteur de l'énergie reste l'un des axes majeurs du PSE. Le monde rural n'est pas en reste. 648 villages électrifiés en 2012, 1192 en 2015. L'objectif étant d'arriver à 60% en fin 2017 pour corriger le déséquilibre et réparer les injustices. 4 700 000 Sénégalais en zone rurale ont accès à l'électricité contre 1 700 000 en 2012. Même s'il reste encore du chemin à faire, la découverte de pétrole et de gaz augure de lendemain meilleur pour les Sénégalais. Après l'énergie, parlons du PUDC qui reste l'un des programmes phares du gouvernement du Sénégal. Le programme d'urgence de développement communautaire réduit les disparités entre les zones urbaines et rurales. Depuis son lancement en juillet 2015, le PUDC a réalisé de nombreuses infrastructures et généré des emplois. Rougui Yatouba. Le programme d'urgence de développement communautaire a été pensé et conçu par le président Macky Sall. Le PUDC est sous-tendu par une philosophie qui en fait un programme de justice, d'équité territoriale, orienté vers la lutte contre la pauvreté. Pour financer un tel programme, il a fallu le génie et la clairvoyance du chef de l'État. Il a dit, pour le moment, nous allons prendre 15 milliards de l'État du Sénégal pour nous-mêmes et mettre dans le PUDC. Le programme sur 2 ans était de 113 milliards. Aujourd'hui, il est à 122 milliards. Et le président de la République a déjà annoncé 300 autres milliards. Parce qu'entre-temps, nous avons eu 100 milliards de la BAD. Nous avons eu un appui budgétaire de 25 milliards au mois d'octobre dernier, mais nous avons aussi eu 100 milliards de la Chine pour le volet hydraulique. Le PUDC a donc convaincu, le gouvernement s'est alors retroussé les manches pour assurer la mise en œuvre et le suivi du programme qui présente ses réalisations 20 mois seulement après son lancement. Au Sénégal, le stock piste rurale était à 12 500 km en 2012. C'est en moyenne 193 km par année. Le PUDC est déjà à 1000 km de pistes réalisées en moins de 2 ans. Et il y a 2050 autres kilomètres de pistes à refaire. Nous sommes à près de 200 forages au jour d'aujourd'hui. Nous sommes à une centaine de châteaux d'eau. Le PUDC a aussi mis en lumière plusieurs villages du Sénégal. Nous sommes en ce moment même en train d'électrifier 200 villages. Nous en avons un total de 420 villages. Mais c'est sur un programme de plus de 2000 villages. Le programme d'urgence de développement communautaire a également généré plus de 2000 emplois à travers le Sénégal. Voilà pour le bilan des 5 ans du président Macky Sall à la tête du Sénégal. Mais sachez que le gouverneur de la région de Fatick a présidé un CRD bilan du PUDC. Le directeur national du programme d'urgence de développement communautaire a tiré un bilan satisfaisant. Le taux de desserte en eau est de 95%. Un budget de 300 milliards est prévu pour la deuxième phase. Claire Diop. Comité technique régional de suivi du PUDC ici à Fatick, le cadre a permis un partage d'informations sur l'état d'avancement des projets, les réalisations ainsi que les perspectives pour la deuxième phase. À ce jour, 178 forages sont réceptionnés, 68 châteaux d'eau réalisés dans 337 villages au profit de 163 283 personnes. 790 km de pistes rurales sont en cours de travaux dans 10 régions. Les 255 km sont ouverts à la circulation, permettant ainsi le désenclavement de 200 villages, plus de 3000 équipements de transformation agricole déployés. Le PUDC est en train d'électrifier 420 villages et va raccorder quelques 20 800 ménages. Le constat, c'est la satisfaction totale des participants par rapport aux réalisations du PUDC au niveau de sa première phase. Dans le domaine de l'hydraulique, ne donnez que pour quelques exemples par rapport au niveau de certaines composantes. Nous avons eu au moins près de 6 forages qui ont été réalisés. Nous avons eu une nette amélioration véritablement de la fourniture de la distribution
pour ce qui concerne l'alimentation en eau potable des populations. Fatick décerne un satisfecit total dans la région où le taux de desserte en eau tourne autour de 95%. Elle a aussi reçu 314 équipements. Des difficultés sont à noter surtout dans les îles. Concernant l'avancée de la langue salée, des réajustements sont en train d'être menés. Pour cette deuxième phase, la dynamique sera maintenue pour plus de résultats. Cette deuxième phase, comme vous le savez, Monsieur le Président de la République l'a rappelé, compte tenu des résultats importants de la première phase, il a décidé de la planification et de la mise en œuvre de cette deuxième phase avec un budget de 300 milliards qui est en train d'être mobilisé. Il est prévu la construction de postes de santé dans certaines localités. Pour le directeur national, l'enjeu est majeur. Les besoins sont colossaux, les attentes sont nombreuses et l'espoir est grand. Nous allons nous atteler à mieux faire, à planifier en tout cas les interventions en respectant le cadre de priorisation que nous a tracé le chef de l'État. Et bien sûr, donc, cette rencontre nous aura permis de partager avec les participants, en tout cas les bases de données que nous avons confectionnées suite aux remontées de besoins que nous avons eu venant des maires. Un comité de suivi est mis en place pour une meilleure coordination avec toutes les parties prenantes. Le PUDC se propose d'impulser une dynamique de croissance endogène intégrée et soutenue pour réduire les inégalités et lutter efficacement contre la pauvreté, notamment en milieu rural. Ici à Dakar, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité ce mardi 4 projets de loi portant sur le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, la protection physique des matières nucléaires et sur 2 conventions entre le gouvernement du Sénégal et celui des Émirats arabes unis. Le vote était sans débat, nous dit Fatoumata Banelba. La plénière s'est appesantie sur 4 points essentiels. Il s'agit notamment du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole additionnel à l'accord entre la République du Sénégal et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cet accord est relatif aux garanties du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le gouvernement du Sénégal s'est engagé dans la promotion de l'énergie nucléaire à des fins purement pacifiques. L'autre projet de loi voté à l'unanimité autorise le président de la République à ratifier l'amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. Cette loi permettra d'éviter les risques liés aux actes terroristes. Concernant la double imposition et la prévention de l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, le gouvernement du Sénégal et celui des Émirats arabes unis ont signé une convention. Les députés l'ont aussi adoptée à l'unanimité. L'accord sur la promotion, la garantie et la protection réciproque des investissements entre le Sénégal et les Émirats arabes unis a été voté. C'est en présence du ministre des Forces armées que la plénière s'est tenue. Les résultats du premier RGE, le recensement général des entreprises, vient d'être publié. Ce recensement réalisé dans le cadre du projet de rénovation des comptes nationaux a permis d'identifier les unités économiques dont dispose le Sénégal, ainsi que leurs spécifications et autres challenges. Les détails de ce recensement ont été présentés au cours d'un atelier de restitution en présence de Ouretiam. Pendant 24 mois, plus de 1000 enquêteurs ont sillonné tout le Sénégal pour recenser les entreprises et au finish, 407 882 unités économiques ont été dénombrées, dont 52% sont dans le commerce et 97% informels et 99% de PME avec un chiffre d'affaires de près de 11 349 milliards. L'entreprise sénégalaise est souvent informelle. Informelle et en général c'est une personne physique, c'est-à-dire une entreprise qui ne fait pas la différence entre le patrimoine du propriétaire et le patrimoine même de l'entreprise en tant que telle. On a constaté également qu'elle ne dispose pas de documents administratifs. C'est une entreprise qui a une petite connaissance des dispositifs d'appui et quelquefois n'en a pas une très bonne appréciation. Cette nouvelle cartographie augure de lendemain meilleur pour l'entreprise sénégalaise grâce à une meilleure visibilité et une meilleure lisibilité avec une mise à jour de la structure économique nationale. Aujourd'hui, nous avons, avec les résultats de ces travaux, une meilleure connaissance statistique en termes de chiffres, en termes de nature d'activité, en termes d'entité,
en termes de répartition géographique aujourd'hui, de situation sur le territoire de ces entités, mais également des contraintes. De réelles difficultés ont tout de même été relevées par les enquêteurs. Les PME sénégalaises sont souvent confrontées à des problèmes liés à la fiscalité ou au manque de financement, ainsi qu'à l'étroitesse du marché. Je suis d'avis qu'au regard des contraintes qui ont été avancées, il y a encore des efforts à faire et nous ne manquerons pas de les adresser et de les faire dans les prochaines réformes du dispositif fiscal et douanier. La contrainte également du financement est revenue. L'essentiel des entreprises aujourd'hui enquêtées ont révélé ne pas être suffisamment financées. Il faut préciser que la structure aujourd'hui de notre économie a révélé une répartition aujourd'hui qui est largement dominée par le secteur informel. Donc il faut qu'on travaille à accompagner ce secteur informel qui aujourd'hui fait 97% de l'échantillon, de la taille, de la structure. Cet atelier de restitution a également permis à l'ANSD de partager toutes les conclusions issues de ce recensement. Ces données vont désormais permettre d'avoir une meilleure lecture du PIB qui va forcément changer parce que calculé avec une nouvelle année de base qui est celle de 2014 et qui va remplacer celle de 1999. Et entre-temps, beaucoup de choses ont évolué dans la structure de l'économie au Sénégal. Avec nous sur ce plateau, Aboubacar Sedir Bey, le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'ANSD qui a réalisé cette étude, on va l'appeler ainsi, est-ce que c'est un travail qui a été facile à mener? C'est un travail qui a été très très difficile, qui a nécessité beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources financières et j'en profite pour remercier les autorités du pays qui ont mis à la disposition de l'ANSD les ressources nécessaires pour un exercice de cette envergure. Donc il y a eu 1211 enquêteurs qui ont été mobilisés, une trentaine d'ingénieurs, 200 cartographes qui ont sillonné le pays, les 14 régions du pays. Aucun village n'a été omis et nous avons pu mettre une situation de référence 2014 sur le nombre d'entreprises, sur leur répartition spatiale, sur la taille du chiffre d'affaires, sur la composition, genre, etc. Donc une mine d'informations à la disposition des autorités, mais aussi des chercheurs du monde de la recherche et du public en général. Les entreprises dont vous parliez, c'est 407 882 entreprises et un chiffre d'affaires de 11 349 milliards. Alors pour notre pays, c'est comment? C'est important ou bien? C'est extrêmement important. C'est moins les chiffres, la taille que les dynamiques économiques sous-jacentes qui permettent de mieux comprendre l'entreprise, parce qu'il faut se rappeler que le Sénégal a connu 4 recensements de la population, ce qui nous a permis d'avoir une bonne idée des dynamiques de population et de pouvoir circonscrire des problèmes du genre la mortalité infantile qui a connu une baisse drastique parce que nous avons une connaissance fine des problèmes de population. Mais à contrario, on n'a pas une connaissance des entreprises. Or, l'entreprise, c'est l'unité de production des richesses. Plus on connaît l'entreprise, plus on connaît les difficultés et mieux on peut les résoudre. Et c'est ce que ce recensement apporte. On sait maintenant qu'on a 99% d'entreprises de PME. Nous savons que c'est 97% de secteur informel, mais que ces 97% ne génèrent que 16% du chiffre d'affaires. Donc les 3% de secteur formel expliquent 70% du chiffre d'affaires. Donc il y a des problèmes de ce genre, disons des réalités de ce genre qui apportent des questionnements. Et il y a certainement beaucoup d'entreprises qui n'ont pas été recensées. Alors à quoi cela peut-il être dû? Disons que c'est 2 étapes qu'on a considérées. Ce recensement considérait les entreprises non agricoles. Nous avons un autre volet qui va concerner cette fois-ci les entreprises, les exploitations agricoles. Et pour la première fois, encore une fois au Sénégal, nous allons cartographier et numériser toutes les exploitations agricoles du pays. Notre ambition, c'est de recenser
censé identifier toutes les exploitations à partir d'un quart d'hectare. Cela fera que le pays disposera donc d'une information très fine des exploitations agricoles, une base d'échantillonnage et une base d'extrapolation pour des meilleures statistiques agricoles et même pour la distribution des semences. C'est quelque chose qui pourrait être très utile. D'accord. Alors, et dans ce tableau, quels sont les secteurs qui émergent? Ce qui émerge, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que déjà, du point de vue genre, nous savons que 31% des entreprises sont contrôlées par les femmes. Et au niveau de ces entreprises-là, on sait que les femmes sont plus dans le secteur hôtel, bar, restaurant et dans le commerce. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par le genre, par renforcer, appuyer les femmes dans l'activité économique, l'ANSD dispose aujourd'hui, en tout cas le pays dispose aujourd'hui d'une base qui permettra de mieux cibler les interventions orientées genre. Nous savons aussi que à part le commerce qui domine, il y a les industries textiles, ce qu'on appelle ici industrie textile. C'est pratiquement les tailleurs qui sont donc la seconde branche et qui tournent autour de 40 000. Là aussi, c'est une connaissance fine et les économistes sont un peu challengés pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Parce que dans ce secteur qui s'est organisé tout seul et qui fait 40 000, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il ne faut pas faire une analyse du contenu en import pour voir s'il y a des possibilités d'import-substitution et favoriser l'installation d'unités qui pourraient se spécialiser dans la production de tout ce qui est matières premières qui sont nécessaires pour ce métier. Il y a aussi des défis qu'on a notés après questionnement, et ce qui ressort de façon très claire, c'est bien sûr le besoin en financement, mais quelque chose qui nous a beaucoup marqué, c'est le fait que les entreprises, les chefs d'entreprise nous disent qu'ils ont des problèmes de local pour faire leur travail. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça interpelle tout le monde, y compris les maires, les autorités, pour que l'unité de production de richesse qui est l'entreprise soit quand même prise en compte dans la planification spatiale. D'accord. Et ça, c'est très important. Je crois qu'on va y revenir dans d'autres instances. Oui, on va y revenir. On va parler de l'autre volet de cette interview. Il s'agit du changement de l'année de base de calcul du PIB. Et de cela a résulté un PIB du Sénégal réévalué. Alors, tout d'abord, c'est quoi un changement de l'année de base de calcul du PIB? Voilà, donc il faut d'abord préciser que le calcul du PIB obéit à des normes internationales encadrée par la Commission statistique des Nations Unies. Cette commission élabore un cadre de référence, un cadre comptable de référence qui définit les concepts, les nomenclatures, qui définit les méthodologies sur lesquelles tous les pays s'alignent pour calculer le PIB. Et c'est dans ce cadre-là que tous les comptes nationaux sont élaborés avec une année de base. Cette année de base constitue la référence des indicateurs macroéconomiques. Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'année de base, on perd en précision dans l'élaboration des comptes, dans l'estimation des comptes. Ça, c'est un risque systémique. Vous avez des paramètres techniques que vous utilisez qui font que d'une année à l'autre, le degré de précision change. Mais aussi, il y a d'autres phénomènes qui interviennent, notamment le cadre de référence qui change. Par exemple, ici,
la Commission des Nations Unies est venue avec un autre cadre de référence qui s'appelle le SCN 2008. Jusque-là, nous avons élaboré les comptes nationaux du Sénégal en utilisant le SCN 1993. Donc nous avons basculé dans le cadre de ce nouveau calcul à un nouveau référentiel. C'est ça qui explique que périodiquement, les pays font un changement de base. Et à chaque fois qu'il y a un changement de base, le PIB traditionnellement connaît une hausse. Les amplitudes diffèrent d'un pays à l'autre. On a vu ce qui s'est passé au Nigeria avec pratiquement plus de 80%. Le Ghana a eu pratiquement 65%. Au Sénégal... Comment ça se traduit au Sénégal? Au Sénégal, nous avons fait le recalcul et nous avons basculé de la base 1999 à une base 2014. Donc il y a entre 1999 et 2014, bien entendu, les paramètres qu'on a utilisés ont perdu de leur précision, ce qui fait que le PIB a été réévalué de 30%. Donc on est passé d'un PIB de 7 555 milliards de francs CFA à un PIB de 9 789 milliards. Et ça se traduit par aussi un impact sur les ratios, bien sûr, mais aussi sur la structure en termes de contribution des différentes branches d'activité. D'accord. Et pour nous, les profanes, tous ces chiffres-là, ça va se traduire comment? Par un mieux-être? Bon, théoriquement, ce qu'il faut voir, c'est que le PIB par tête va changer. Donc, il passe de 500 000 francs CFA par tête d'habitant à 700 000. Maintenant, en termes de classement des pays, nous passons normalement d'un pays à revenu faible à pays à revenu intermédiaire. Mais ce qui est le plus important, c'est moins la taille que le reflet d'une réalité économique. Ce qui va se traduire par plus de précision dans les décisions de politique économique. Nous sommes à l'orée de l'élaboration de la phase 2 du PSE. Ça va absolument impacter la façon dont l'économie, les politiques économiques vont être orientées. Vous avez un impact aussi sur le taux d'endettement. Vous avez aussi un impact sur le taux de pression fiscale qui passe de 19,6% à 15,1%. Donc ça interpelle les différents secteurs pour venir avec d'autres décisions de politique économique beaucoup plus fines. Pour les investisseurs, ça doit être quelque chose de très intéressant. Pour les investisseurs, ça voudrait dire aussi que la taille de l'économie du Sénégal étant beaucoup plus large, ça veut dire aussi qu'en termes de consommation, potentiel de consommation, c'est plus attrayant, c'est la taille du marché du Sénégal devient une taille beaucoup plus intéressante pour un investisseur de venir s'installer. Donc c'est vrai que potentiellement, pour un investisseur étranger, cette taille devient plus intéressante. Mais il faut dire aussi la précision de calcul et la cohérence dans les données font que le Sénégal devrait attirer beaucoup plus d'investisseurs sur la base des performances en matière statistique, puisque nous avons pratiquement atteint tous les objectifs pour intégrer les pays restreints qui sont dans le cadre de la norme spéciale de diffusion des données du FMI, qui n'intègre que des pays qui ont atteint et qui respectent les critères de transparence, d'ouverture
et de couverture d'un certain nombre d'indicateurs économiques, ce que le Sénégal est en train de réaliser, et nous espérons que cette année, nous serons le 4e pays en Afrique au sud du Sahara à être admis à ce club restreint. Espérons-le. En tout cas, c'est un sujet très intéressant. Malheureusement, on est rattrapé par le temps. Je rappelle donc à ceux qui nous suivent qu'Aboubacar Sedir Bey, directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, était sur ce plateau pour nous parler de ce changement de l'un des bases de calcul du PIB, mais également des résultats des résultats de ce recensement général des entreprises. Plus de 400 000 tonnes d'oignons, c'est la production annuelle estimée pour la présente saison agricole. L'information a été rendue publique au cours d'une rencontre qui a réuni autour du ministre en charge du commerce, producteur d'oignons et commerçants. Cette réunion a été l'occasion de publier les prix de l'oignon bord-champ pour la campagne agricole 2016-2017 à la Santiago. Un peu plus de mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel portant gel des importations d'oignons au Sénégal, la rencontre du ministre en charge du commerce avec les producteurs d'oignons locaux provenant des différentes zones de production, les distributeurs et les commerçants a pour objectif principal le passage en revue de l'ensemble des problèmes auxquels se heurte la commercialisation de cette spéculation. Je viens de signer la lettre circulaire de véhicule sur la commercialisation de l'oignon local. Chaque année, cette lettre est signée et dans cette lettre, nous précisons justement le prix d'achat bord-champ de l'oignon local dans les principales zones de production. Dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal, le prix au kilo bord-champ est fixé à 150 francs. Et dans la zone des Niayes, il est fixé à 200 francs. Je rappelle que c'est un prix qui est obtenu de manière consensuelle entre les différents acteurs. Et cette lettre circulaire également est un instrument de régulation des marchés intérieurs. Ça permet justement, quand on a une sur-offre dans certains marchés, de pouvoir réguler et de pouvoir permettre justement aux producteurs d'avoir un prix rémunérateur. Cette réunion à laquelle ont pris part notamment le directeur de l'horticulture, le représentant des associations de défense des consommateurs, a permis de passer au crible, au cas par cas, les particularités des maillons de la chaîne de valeur de la filière. Nous avons désormais adossé les quotas d'importation aux achats des produits au Sénégal. C'est-à-dire qu'un importateur qui bénéficie d'un quota d'importation d'oignons est aujourd'hui, en fonction de ses parts de marché, obligé d'acheter au moins la part équivalente d'oignons locaux ou d'oignons sénégalais. La rencontre du ministre du Commerce avec l'ensemble des acteurs de la filière oignon a fait ressortir la nécessité d'une meilleure organisation des différents acteurs et d'une coordination des politiques horticoles et commerciales. Passage obligé, une contractualisation entre producteurs et commerçants. Une semaine jour pour jour après la visite du ministre en charge du commerce dans la zone de production d'oignons de la vallée du fleuve Sénégal, notamment à Boubé dans le département de Podor, les résultats sautent aux yeux. Le stock acheté aux producteurs de la vallée est déjà à Dakar. La SAPCO s'achemine vers la tenue de la deuxième édition de la semaine du tourisme interne. L'objectif est de redynamiser le secteur dans la zone du Cap Skirring choisi cette année pour abriter les événements. Invité de l'émission Le Point, le directeur général de la SAPCO décline les enjeux liés à une telle initiative. Nous l'écoutons avec Ousmane Garifaï. Donc, cette année, nous allons organiser la deuxième édition de la semaine du tourisme interne. Le premier a eu lieu à Sali. Le premier a eu lieu à Sali. Ça nous a valu vraiment une semaine d'activité, de focus sur Sali et qui a permis de montrer, disons, tout le potentiel touristique que regorgeait Sali aux yeux des résidents et aux yeux de la diaspora sénégalaise, parce que c'est un potentiel énorme de touristes. Et les résultats aujourd'hui, c'est que quand vous allez les week-ends à Sali, vous peinez à trouver une place parce qu'il y a quand même un développement extraordinaire du tourisme interne. Beaucoup de Dakarois aujourd'hui passent leur week-end à Sali. Et cette année, ce que nous voulons, c'est qu'au-delà de Sali, que les gens aillent jusqu'en Casamance. Que les gens découvrent ce qu'il y a au Cap Skirring. C'est le lieu pour nous de montrer en fait toutes les merveilles du Cap pour encourager le tourisme
interne à s'orienter vers la région de la Casamance. D'accord. En 2015, le président avait décrété, on l'a dit tantôt, la Casamance zone prioritaire dans le domaine du tourisme, avec beaucoup de facilités qui ont dorénavant été faites aux potentiels investisseurs. Aujourd'hui, quand on le met dans le contexte où vous êtes, avec la semaine, qu'est-ce que cela signifie pour la SAPCO? Alors, nous avons vraiment la mission de concrétiser l'orientation et la vision du président de la République qui connaît le potentiel touristique de la Casamance. Et nous savons que c'est une région qui a souffert depuis un certain temps de son secteur, qui était un secteur porteur pour l'économie de la Casamance. Et aujourd'hui, les blocages qui existaient sont pratiquement tous levés, et que c'est le lieu vraiment de faire une promotion pour attirer les investisseurs, pour que les hôtels qui sont fermés à Cap Skirring puissent rouvrir. Puisqu'il y en a beaucoup quand même. Oui, il y en a qui sont fermés, ça se comprenait compte tenu du contexte dans lequel on était. La destination redevient une destination normale. Et Bokar Ly, DG de la SAPCO, était l'invité de l'émission Le Point qui aborde donc la question du tourisme en zone sud et les enjeux de la deuxième semaine dédiée au tourisme interne. C'est à suivre après ce journal. L'ambassadeur de l'Espagne poursuit sa visite en Casamance. Pour la deuxième journée de sa tournée, il s'est rendu à Cafés dans le département de Bignona pour voir la ferme agricole financée par la coopération espagnole. Sur place, il a magnifié le travail des producteurs et annoncé la réalisation prochaine de 200 fermes familiales en Casamance. Salut Sec. Des champs de melons verts à perte de vue. Nous sommes à Cafés, dans le département de Bignona. Ici, les populations s'activent dans la culture de ce fruit. En cette période de l'année, l'heure est à la récolte. Pour cette saison, des milliers de tonnes de melons verts sont attendues. Une production déjà vendue grâce à la coopération espagnole. Avec Touba Fruit, les producteurs de Cafés ont signé un contrat de production de melons sur 30 hectares. Mais je pense qu'ils ont pu mettre en place 25 hectares. Donc toute la production est achetée par Touba Fruit qui va l'exporter en Espagne en respectant maintenant les clauses et payer aux producteurs le prix qui se sont fixés au préalable avant de démarrer la culture. Tous les melons, c'est vrai que acheter Touba Fruit, mais reste ici beaucoup de melons pour les marchés locaux. Le problème est qu'ici à Casamance, on connaît les melons et nous voulons introduire, mais c'est difficile. Les melons partir à Dakar et allí vendre en Sénégal. Ce contrat de production entre Touba Fruit et l'Union des GIE de la ferme agricole de Cafés est possible grâce à l'accompagnement de l'ANIDA. Dans ce partenariat, la société espagnole appuie les producteurs en semences et en carburant, un soutien qui a permis d'augmenter leurs emblavures. Cette année, nous avons constaté une forte amélioration par rapport aux années précédentes parce que vous avez vu cette ferme a été toute emblavée parce que ça c'est jamais vu. Sur 45 hectares, 30 a été emblavé. Cette ferme de Cafés fait partie des 9 fermes financées par la coopération espagnole au Sénégal, une initiative dont l'objectif est de lutter contre l'immigration clandestine. C'est des fermes de 50 à 100 hectares avec des coûts moyens de plus de 850 millions. Ici, là, cette ferme de Cafés où nous sommes, l'État espagnol a mis plus de 850 millions. Avec toujours ANIDA, travailler surtout dans des fermes familiales. C'est le projet des fermes Natangué, encadré dans le PACERSEN du gouvernement sénégalais. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un programme ici dans la région naturelle de Casamance pour construire à peu près 200 fermes familiales dans les régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédio. Cette visite de travail a permis à son Excellence, l'ambassadeur d'Espagne, de voir l'importance de nouer des partenariats avec le secteur privé. À Cafés, cette collaboration a permis aux producteurs d'exporter leurs produits et d'avoir des rendements importants. Place à nos sujets consacrés à la célébration du 4 avril. Le haut commandant de la gendarmerie exhorte les populations à participer à la protection de l'environnement. La gendarmerie nationale qui s'engage à les accompagner dans cet acte citoyen. Nous écoutons le général de division Maïsagnan au micro de la DIRPA.
les forces de défense et de sécurité vont communier avec la jeunesse et les populations sénégalaises pour célébrer le 57e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le thème choisi pour cette année, le rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement, est avant tout une profession de responsabilité vis-à-vis de notre cadre de vie et de nos outils de production pour notre bien-être ainsi que celui des générations futures. Fidèle à l'esprit de sa mission de protection des personnes et des biens, la Gendarmerie nationale œuvre quotidiennement pour la préservation de notre environnement terrestre, fluvial et maritime, ainsi que la préservation de la faune et de la flore à travers l'action des unités territoriales investies de missions de police spéciale. Cependant, conscient des enjeux majeurs que constitue la dégradation de l'environnement et la préservation de la biodiversité, la Gendarmerie nationale a créé la section de l'environnement chargée de lutter exclusivement contre les atteintes à l'environnement, conformément aux instructions du chef de l'État, son Excellence M. le Président Macky Sall, chef suprême des armées. La section de l'environnement est chargée de veiller à la lutte contre toute forme d'agression contre l'environnement, telle que l'extraction illicite de sable marin, toute forme de pollution terrestre, atmosphérique et marine, la pêche à explosifs ou avec des filets ou matériel non réglementaire, la déforestation et l'exploitation des carrières ou de mines sans autorisation. Je lance un appel à tous les Sénégalais et à toutes les Sénégalaises à participer à la protection de l'environnement avec les forces de défense et de sécurité parce que c'est un acte de citoyenneté utile et responsable. Et toujours dans le cadre de la préservation de l'environnement, sachez que l'armée sénégalaise met à la disposition des sociétés ou des personnes qui s'activent dans la récupération des pneus une matière avec laquelle ces derniers confectionnent des chaussures, des seaux de puisage et d'autres objets. Reportage Aminata Mbengfal. Les pneumatiques représentent 70% des déchets en caoutchouc. Consciente de la nécessité de préserver l'environnement, l'armée récupère et stocke les pneus en fin de cycle à la direction du matériel. Les armées, donc, en fonction des missions, en fonction de l'intensité des combats, en fonction du terrain, donc les pneumatiques peuvent varier donc, dans leur durée. Ces pneumatiques, quand elles s'usent, donc, elles sont reversées au niveau de la direction du matériel, qui les change donc, au niveau donc, des formations qui ont fait la demande. Les pneumatiques ne sont pas biodégradables. Elles peuvent représenter un danger pour l'environnement, surtout quand elles sont brûlées. Donc si on essaie donc, de les brûler, ça peut causer donc, une fumée donc, qui contient donc, des toxines donc, qui peuvent être un danger pour l'environnement. Pour éviter cela, l'armée met gratuitement à la disposition des personnes ou des sociétés qui s'activent dans la récupération ces pneus. À la rue Tolbiac, plusieurs objets sont confectionnés à partir de ces pneus usés. On peut faire beaucoup de choses avec les pneus. On confectionne des chaussures, des seaux de puisage. On utilise également la chambre à air comme soupape de sécurité sur les harnais de chevaux. Elle peut également servir à faire des cordes. Pour les fosses perdues, on peut mettre 15 pneus en sous-sol. Cela peut durer des années sans être vidé. On le voit souvent dans les villages. Ces pneus sont également utilisés dans la réparation de véhicules et beaucoup en génie civil. Ce que vous voyez, on peut utiliser pour renforcer les amortisseurs des véhicules. Quand les gens le récupèrent, donc ils peuvent donc faire ce qu'on appelle le rechappement, donc pour le réutiliser. Et les pneumatiques usagés sont également utilisés beaucoup aujourd'hui en génie civil, donc pour les remblayer. Avec le recyclage de ces pneumatiques, la protection de l'environnement est assurée. En même temps, il permet à ceux qui s'activent dans ce secteur de gagner leur vie.
Après la seconde vie des pneus, parlons du recyclage des huiles mortes, des batteries, des véhicules et des pneus. Une initiative de l'armée sénégalaise pour lutter contre la pollution à la direction du matériel des armées. Le constat est que certains repreneurs gagnent leur vie en mettant sur le marché ces produits recyclés, une démarche louable pour l'environnement. Ndeye Aïdja. Après la collecte, le traitement. Ces camions ont fini de faire le tour des stations d'essence pour récupérer les huiles mortes des véhicules. À la direction du matériel des armées, une seconde vie les attend, une initiative de la Grande Muette pour éviter l'accentuation de la pollution. Les huiles usagées ne sont pas du tout bons, même si les jeter par terre, c'est dangereux parce que ça ne contribue pas à la protection de l'environnement. Les jeter à la mer aussi, ça fait que tuer les poissons et tuer tout ce qui vit dans la mer. Traiter ces huiles usagées sont ensuite redistribuées sur le marché. Les huiles régénérées sont livrées, vendues sur le plan local avec nos principaux clients. Mais aussi une partie a été destinée à la CSL, la compagnie sénégalaise de lubrifiants, qui va l'utiliser pour refaire du lubrifiant neuf qui sera redistribué sur le marché national et sur le marché de la sous-région aussi. Le recyclage des pneus et des batteries, un autre business, tout en étant une initiative louable pour l'environnement, il permet à des personnes de gagner convenablement leur vie. Les batteries, on les récupère pour éviter la dégradation de l'environnement. On les transforme aussi. L'armée, toujours dans le cadre de sa veille envers son environnement et ses citoyens, utilise ces batteries à des fins, qu'il en donne aux gens qui savent l'utiliser. Ici, nous sommes fiers, nous les Sénégalais, d'avoir une armée qui nous protège aux frontières, qui nous soigne quand nous sommes malades et qui participe à notre développement, surtout pécunier. Merci beaucoup. Des solutions durables pour sauvegarder l'environnement, le recyclage est donc une démarche louable de l'armée sénégalaise pour le maintien d'un cadre de vie respirable. La série sur le 4 avril se poursuit dans nos éditions de demain. Le lancement de la semaine régionale de la jeunesse de Dakar à Rufisque. La vieille ville a accueilli plusieurs autorités administratives, étatiques et locales. Les conseils régionaux et communaux de la jeunesse ont réuni tous les mouvements de jeunesse afin de communier avec leur ministre de tutelle autour du thème « La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent ». Le ministre de la Pêche, Oumar Gueye, et le député maire de Golfe Sud, Aïda Sow Diawara, ont été choisis comme parrain et marraine de la semaine édition 2017. Jeanne Dior. La jeunesse de la région de Dakar debout pour des actes sociaux qui vont renforcer leur civisme, mais surtout leur citoyenneté. 7 jours d'échange et de compétition dans un esprit sain. Ils sont invités à évoluer ensemble pour une cohésion sociale. C'est tout le sens du thème de cette année, la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. La citoyenneté active passe d'abord par le respect de soi et des autres, le respect des institutions ainsi que celui des symboles de la République. La vraie citoyenneté demeure un don de soi, un dépassement de soi, un renoncement de soi pour les valeurs auxquelles se reconnaît la nation sénégalaise. La citoyenneté induit donc un changement de paradigme. Elle nous invite à poser des actes désintéressés. Le ministère de la Jeunesse a choisi 2 autorités pour accompagner les jeunes durant cette semaine. Le ministre Oumar Gueye et l'honorable député et maire de Golfe Sud, Aïda Sow Diawara. Un honneur pour ces derniers, un exemple pour cette jeunesse tout oui au message lancé. D'abord celui de la marraine. Je m'adresse aux jeunes. Laissez la politique utiliser vos compétences pour le bien-être de tous et ne pas utiliser la politique pour un objectif personnel. L'essentiel de cette activité, c'est la formation. Une bonne formation continue à la réalisation du PSE. Cette formation, elle est intellectuelle, elle est culturelle, elle est sportive, elle est spirituelle, elle est associative. Le parrain est aussi dans la même dynamique. Mieux, il rappelle aux jeunes l'importance pour eux d'aller au travail. Dans le secteur agricole, comme vous le savez, le président est en train de révolutionner l'agriculture. Mais qui dit agriculture également, dit jeunesse. Vous les jeunes,
vous avez un espoir. Vous les jeunes, vous avez bénéficié des domaines agricoles communautaires. La présence des jeunes pêcheurs qui ont exposé ici les moteurs, fruits de la subvention du président Macky Sall. L'industrie bénéficie aux jeunes. Ici, monsieur le ministre, nous avons le pôle urbain de Diamniadio. Beaucoup de jeunes ont travaillé dans ce pôle. La ville historique a été choisie pour rassembler les jeunes des 12 communes de Rufisque. Les autres départements de la région de Dakar étaient également de la partie. Le message de la célébration a été lancé au rythme du Ndaurapin et d'autres sonorités musicales. C'est l'un des titres de ce journal. La journée internationale de l'allaitement maternel a été célébrée ce jour au Sénégal. Un plaidoyer portant sur l'allongement des congés de maternité a été fait par les femmes. L'allaitement inclusif recommandé par les nutritionnistes n'est pas respecté par certaines femmes, particulièrement celles qui sont actives. C'est un reportage de Khadi Kamara et Ibrahim Ndong. La joie de bébé Modou. À 9 mois, il n'a connu autre chose que le lait maternel, le sein de maman, son fidèle compagnon. Même les médecins nous recommandent d'allaiter nos bébés avec le lait maternel et c'est vraiment bénéfique pour le bébé mais également pour la mère. Consciente des bienfaits du lait maternel, cette mère de famille n'hésite pas à prendre des résolutions à chaque fois qu'elle allaite. Après accouchement, je préfère tout arrêter et me concentrer exclusivement à l'allaitement de mon enfant jusqu'au sevrage. Elle a donc fait de l'allaitement maternel exclusif une option. D'autres, elles, sont obligées de faire un allaitement mixte. Les raisons ne manquent pas. Je quitte le matin à 5 heures pour aller au travail. Et pendant toute la journée, il prend le biberon. Je faisais un allaitement mixte. Donc du coup, j'alternais le sein et le biberon. Vu que c'est des jumeaux, donc du coup, en fait, dans la journée, on leur donnait des biberons et moi, le soir, je leur donnais un peu le sein. Voilà, donc je faisais comme ça pour m'en sortir. Parce que sinon, c'est pas très évident. Et vu qu'en journée, en fait, je les emmenais en crèche, voilà, j'avais pas le choix. En plus, c'était des jumeaux, donc il fallait que je trouve une solution pour pouvoir m'en sortir avec les deux. Des femmes qui ne doutent guère de l'importance que constitue le lait maternel. Les acteurs de la santé sont formels. On commence d'abord pendant la grossesse à sensibiliser sur l'importance de l'allaitement maternel. Maintenant, à la salle d'accouchement, on leur parle de l'allaitement maternel. On leur conseille d'alimenter l'enfant au sein dans les 30 minutes qui suivent l'accouchement. Donc, aussitôt après accouchement, on leur demande de mettre les bébés au sein. En ce jour de célébration de l'allaitement maternel, les femmes plaident pour une augmentation de la durée des congés de maternité. Nous souhaitons vraiment un allongement des congés de maternité, au minimum 6 mois, pour permettre à la maman de donner le sein à son bébé pendant cette durée. Un cri du cœur des femmes actives, des femmes qui passent le plus clair de leur temps au travail. Elles n'ont qu'un seul souhait, allaiter leur bébé au minimum 6 mois pour leur bonne santé. Vraiment, donc, si le lait maternel est préconisé, c'est parce qu'il est riche en micronutriments, dont le calcium. Le calcium, justement, on en parle dans la rubrique santé, car des carences en calcium peuvent entraîner des troubles, notamment des palpitations ou des crampes. Les précisions de Oumouale. Quand certains éléments manquent à l'organisme, cela peut entraîner des dysfonctionnements. C'est le cas des carences en calcium, une substance utile aux os et aux muscles, dont le plus essentiel, le cœur. Et le calcium entre dans la contractilité des cellules cardiaques. C'est pourquoi les troubles calciques peuvent amener certaines manifestations en clinique. C'est très souvent des palpitations, c'est-à-dire que le cœur qui bat de manière irrégulière ou le cœur qui bat de manière trop rapide. Et des fois, c'est mal ressenti, c'est senti comme une sorte de gêne et ça s'accompagne parfois aussi d'angoisse. Quand il n'y a pas assez de calcium, quand on a ce qu'on appelle une hypocalcémie, une baisse du calcium, vous pouvez avoir des crampes musculaires qui peuvent être parfois douloureuses. Les personnes qui sont plus susceptibles à ces troubles sont les personnes âgées, mais aussi les femmes en âge de ménopause. Il peut arriver que chez les personnes âgées, c'est les personnes
les femmes qui sont en ménopause qu'il y a un déficit en calcium, mais avec une alimentation correcte, on peut combler. On peut de temps en temps rajouter un supplément calcique. Et on pense aussi le calcium va très souvent avec le magnésium. S'il y a un déficit d'un produit, il y a un déficit de l'autre. C'est pourquoi on les combine ou bien on les associe. Ces troubles peuvent être corrigés par des apports nutritionnels avant de penser à la supplémentation. C'est-à-dire que le calcium, c'est un élément qu'on trouve un peu partout. Dans une alimentation normale, tous les produits laitiers contiennent du calcium. Les légumes à feuilles vertes contiennent du calcium. Les noix contiennent du calcium. Donc, avec une alimentation régulière, on peut avoir suffisamment de calcium. Le calcium, comme d'autres éléments nutritionnels, est fondamental au bon fonctionnement du muscle cardiaque. Il fait partie des éléments qui font dire qu'une alimentation équilibrée est primordiale pour rester en bonne santé. La rubrique santé revient mercredi prochain, mais nous restons avec la santé au Sénégal. Une enquête du ministère de la Santé révèle que près de 7 Sénégalais sur 10 n'ont jamais consulté un spécialiste des dents et de la bouche. Pourtant, la prévalence des affections bucco-dentaires est forte et certaines d'entre elles sont même mortelles. Ces révélations ont été faites lors du lancement des activités du cinquantenaire de l'Institut d'odontologie de l'UCAD. L'école de Dakar a formé en 50 ans plus de 1000 chirurgiens dentistes de plusieurs nationalités. Omar Diaw. Le quart de l'amicale des femmes dentistes est stationné devant le département qui les a formées. Elles offrent gracieusement à l'intérieur des soins bucco-dentaires que beaucoup de Sénégalais n'ont jamais eus. Il a été bien montré que 67% des Sénégalais n'ont jamais fait l'objet de soins dentaires. L'Institut d'odontostomatologie de Dakar est une référence en matière de santé bucco-dentaire. Cette année, l'école va boucler un demi-siècle d'existence. Cette école a formé, depuis sa création, plus de 1000 dentistes de plus de 23 nationalités différentes. La célébration pour la première fois de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire à la faculté de médecine a été un moment fort de partage avec les étudiants. L'accent a été particulièrement mis sur la prévention de ces affections pouvant être, contrairement à ce que l'on croit, fatales. Cause de décès, ce sont des maladies mortelles. Ce sont des maladies aussi qui entraînent une forte morbidité avec des séquelles invalidantes. De nombreuses maladies générales ont un lien direct avec une mauvaise santé bucco-dentaire. Comme le diabète, l'hypertension, certaines maladies cardiovasculaires, les abcès cérébraux qui sont mortels. Donc toutes ces affections-là peuvent avoir une origine ou un lien avec une mauvaise santé bucco-dentaire. Et pour revenir à la prévention des affections bucco-dentaires, le brossage régulier et la consultation d'un spécialiste au moins une fois par année sont vivement conseillés. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, elle nous mène au Royaume-Uni, en France et en Afrique du Sud. Mais nous allons d'abord en Côte d'Ivoire où l'acquittement de Simone Gbagbo fait débat. Philomène Constance Diagne. L'acquittement de Simone Gbagbo suscite beaucoup de réactions. Des associations parties civiles ne cachent pas leur désarroi. C'est le cas de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme qui, par la voix de son président, dit ne pas être surpris par cette décision. La Fédération internationale des droits de l'homme l'a rejoint. Côté Gbagbo, en revanche, on ne cache pas sa satisfaction. À noter que l'ex-première dame ivoirienne a été acquittée hier par la cour d'assises d'Abidjan, alors qu'elle était poursuivie pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. En Afrique du Sud, Ahmed Kathrada inhumé aujourd'hui au cimetière de West Park à Johannesburg. Un hommage a été rendu à cette figure de la lutte anti-apartheid décédée hier. Beaucoup de Sud-Africains lambda ont répondu présents, ainsi que de grands noms. Modestie, dévouement, intégrité ont été les qualificatifs les plus prononcés à l'enterrement de celui qui fut un proche compagnon de Mandela. Le grand absent aux funérailles était le président Jacob Zuma. La raison, la famille du défunt lui avait demandé de ne pas être présent.
Une revendication des grévistes comme des élus guyanais satisfaite. La venue de 2 ministres dans le département d'Outre-mer, celui de l'Intérieur et des Outre-mer, ont rejoint Cayenne. La population est restée mobilisée malgré la situation tendue après plusieurs jours de manifestations. La colère des populations est entre autres provoquée par une économie déséquilibrée, un fort taux de chômage. Les grévistes réclament un plan d'investissement. Un dialogue est enclenché pour trouver des solutions durables. Début du Brexit officialisé au Parlement de Westminster, Theresa May a appelé au rassemblement pour l'obtention d'un meilleur accord possible. La première ministre britannique s'est adressée à son pays et aux 27 membres de l'Union européenne. Elle a assuré être confiante de l'avenir et dans la capacité de son gouvernement à préserver les intérêts nationaux. Point de non-retour, même si la chef du gouvernement britannique sait que les compromis s'annoncent difficiles à atteindre de chaque côté. Au même moment, Donald Tusk a reçu des mains de Sir Tim Barrow, l'ambassadeur représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne, la lettre de 6 pages de la dirigeante conservatrice pour laquelle son gouvernement demande l'activation de l'article 50. Constance Diagne, chez nous, EcoBank a lancé une nouvelle application mobile dénommée EcoBank Mobile. La banque panafricaine innove pour satisfaire ses 200 000 clients au Sénégal et faciliter les transactions via le téléphone mobile à Wandiaï. EcoBank est un établissement financier panafricain qui propose des solutions financières aux entreprises, aux gouvernements et aux clients privés. EcoBank Sénégal a des défis en termes de services. Notre volonté est d'offrir aux millions de Sénégalais des services bancaires de base en conservant un niveau de qualité important, donc appréciable. C'est là où effectivement réside notre grand défi. Comment augmenter notre effectif de clients tout en conservant un niveau de qualité de service confortable. Alors pour cela, nous avons décidé de changer notre façon d'interagir avec une bonne partie de notre clientèle. Nous avons conçu la notion de se servir soi-même, c'est-à-dire d'utiliser la notion de libre service aujourd'hui pour permettre à nos clients de choisir le moment, de juger de la qualité de service et d'être acteur à part entière de son expérience avec EcoBank. La mise en place de solutions digitales avec le téléphone mobile permet de faciliter les transactions grâce à EcoBank Mobile. EcoBank Digital est une nouvelle étape de notre feuille de route vers le leadership qui va nous permettre de réaliser notre objectif d'inclusion financière au profit de 100 millions de clients à l'horizon 2020. C'est avec ce nouveau pas dans l'amélioration de notre offre de produits et services, un nouveau pas vers ce que la banque est à venir. EcoBank Digital, c'est notre réponse à l'évolution de notre société qui est devenue une société numérique. Aujourd'hui, les objets connectés nous permettent d'organiser au quotidien, de gérer notre quotidien, de gérer nos activités dans une économie de temps, d'énergie et de coûts. La nouvelle application EcoBank Mobile est un nouveau pas dans le secteur bancaire. La troisième banque du Sénégal innove avec des services simples et accessibles. EcoBank Mobile permet d'envoyer de l'argent, d'effectuer des achats et des paiements instantanément. Les invités et les collaborateurs de la banque ont découvert un service souple et sécurisé. Plusieurs artistes se sont relayés sur scène lors de la cérémonie de lancement d'EcoBank Mobile.
Voilà, Ecobank Mobile, dernier venu dans la sphère de la banque au Sénégal. À suivre après cette édition, l'émission Le Point qui reçoit ce soir Bokar Ly, DG de la SAPCO, qui va parler avec Ousmane Gari Faye du tourisme en zone sud et des enjeux de la deuxième semaine dédiée au tourisme interne qui va donc avoir lieu ce week-end au Cap Skirring. Merci de nous avoir suivis. Ibrahima Mboup revient pour le dernier journal. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.